Salut les aventures de la lecture, j'espère que vous allez bien. Oui, si vous avez vu ma vidéo la dernière fois, et ben, je suis dans le même décor, je suis au même moment, ouais, je l'ai tourné juste à la suite, vous inquiétez pas. Pas que je suis correcte, j'en ai le même âge, mais c'est pas grave. On se voit aujourd'hui pour 10 bonnes raisons de lire Les Tribulations de Lady Eleanor Grant, le tome La Première Reine de G. James. Et ça, c'est aux éditions... Il n'y a pas d'édition, non, c'est en auto-édition. C'était une campagne Ulule et j'ai pu bénéficier du livre grâce à Mike Ejutai, ben oui c'est toujours le même, qui avait contacté l'auteur lui pour recevoir le livre parce qu'il était très intéressé et qui m'a fait... qui m'a permis en fait d'y accéder aussi. Avec ça j'ai le droit à un joli marque-page et 2 cartes. Mais alors les 2 cartes elles sont superbes les gars. Ouais, vous avez vu? Comme ça, hop. Donc franchement, une beauté le truc. Ouais, c'est chouette. Alors dedans, on a le Facebook de l'auteur. Je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc c'est comme ça. C'est là et là. Donc je vous lis la 4e de couverture pour pas dire des bêtises. Et après, je vous donne mes 10 points qui vous disent d'aller le lire. Les Tribulations de Lady Eleanor Grant, tome 1, La Première Reine. 1910. Après des années d'un mariage désastreux, Lady Eleanor Grant est enfin libre de mener sa vie comme elle l'entend. Grande amatrice d'égyptologie, elle décide de se rendre dans ce pays qu'elle a si souvent fantasmé, l'Égypte. Là-bas, elle va faire la connaissance de Karl Schaffenberg, un éminent professeur allemand. À eux deux, ils décryptent de vieux parchemins trouvés dans la tombe d'un grand prêtre qui leur révèle une fantastique découverte. Une nouvelle reine égyptienne, Nitétis, inconnue alors, vient complètement bouleverser l'ordre dynastique. Lors de cette enquête, Eleanor est amenée à recroiser la route du brillant gallois Warren Crawley. Intrigué, ce dernier se laisse entraîner par cette étrange aventure et se révèle être un précieux allié pour suivre les traces de cette reine oubliée. Mais pourquoi n'a-t-on jamais entendu parler de cette Nitétis? Qu'a-t-elle donc fait pour suivre la Damnatio Memoriae? Parfois, certains secrets bien gardés devraient le rester. Donc on va suivre Eleanor dans sa quête à retrouver Nitétis et à retrouver pourquoi est-ce qu'elle n'apparaît pas dans l'histoire de l'Égypte. Pourquoi le lire? Numéro 1, parce que c'est un livre multifacette. Oui, vous avez bien entendu. Si je dis multifacette, c'est que pour moi le livre va voguer comme ça dans plusieurs façons, c'est-à-dire qu'il est dramatique à un moment, il est fantastique, il va être thriller des fois, policier, on va aussi avoir de la romance, c'est comme ça, il passe d'un univers à l'autre, il intrigue plusieurs univers. Et on ne sait pas tout le temps dans quoi est-ce qu'on est, pourquoi est-ce qu'il y a du fantastique qui arrive là-dedans, la romance, quelle est la part de la romance, ça va comme ça naviguer sans décider tous d'une seule direction. Je trouve que ça rend le livre très riche, qu'on ne reste pas dans un seul cadre de lecture, qu'on se laisse surprendre régulièrement. Et vu la taille des affaires, ça permet comme ça de faire des montagnes russes, ça permet de pas s'habituer non plus à un rythme dans l'écriture. Je trouve ça roi. En numéro 2, on a ici un personnage féminin très fort. Très fort. On va suivre le début de son adolescence avec ce qui va devenir son mariage un peu, et un mariage assez horrible. Pourquoi est-ce qu'elle a été mariée à cette personne? Qu'est-ce qui va lui arriver? C'est une personne avec beaucoup de ressources qui va subir ce mariage tout en se disant que quand ça sera fini, elle va pouvoir, elle va couler, taper du pied et elle va s'en sortir. Il y a comme ça une force de caractère chez ce personnage, une envie d'en découdre et quelqu'un qui ne va jamais abandonner. Et franchement, cette Lady Eleanor Grant, elle est badass quoi, c'est-à-dire qu'elle tient du lourd, même dans le noir, ouais, elle va voir la lumière. Dédicace à Albus Dumbledore. En numéro 3, je vais mettre le monde de l'Égypte ancienne et de ses trésors. J'adore l'histoire de l'Égypte, j'adore l'histoire des momies, des pharaons et tout ça. Je trouve que c'est pas les livres les plus faciles à lire chaque fois. Et là-dedans, c'est bien amené, ça nous donne suffisamment d'idées, ça nous met dans cet univers quand on vient nous raconter un peu dans ses recherches l'histoire de l'Égypte, l'histoire des personnages, l'histoire de comment ça se jouait dans la civilisation égyptienne. On va faire comme ça des flashbacks de temps en temps. C'est riche, ça donne envie de découvrir, c'est un superbe pays. Paysage qu'on nous raconte, on arrive à s'imprégner, enfin ouais, ça nous envoie dans une Égypte ancienne, belle, flamboyante
et en même temps ça nous vend pas que du rêve. En numéro 4, je vais mettre ici l'énigme et le secret des pyramides. Et ouais, si vous aimez les livres d'énigmes où le lecteur, vous êtes amené à vous creuser les méninges, à essayer d'anticiper certains trucs, à essayer de faire concorder des éléments du début au fur et à mesure, à trouver des indices, c'est fait pour vous. C'est truffé d'éléments qui vont se mettre bout à bout ensemble et qui vont amener comme ça un dénouement à la fin auquel on s'attend pas, mais auquel on est amené à réfléchir et à chercher. Ouais, ça fait travailler les méninges. Et alors, il va y avoir aussi des histoires de pyramides, des histoires d'accès à des chambres, antichambres, avec des déverrouillages par des codes. Waouh. Franchement, ça c'est chouette. Hein. En numéro 5, la densité du livre. Vous voyez le nombre de pages. Je vais vous montrer aussi l'écriture, c'est-à-dire que c'est pas écrit en gros caractères, c'est écrit hyper petit, c'est-à-dire que vous savez quand est-ce que vous commencez le livre, mais vous savez pas quand est-ce que vous finissez. En plus, il y a ces changements d'univers, il y a ces rythmes différents, il y a des trucs qu'on s'attend pas. Franchement, le livre est très dense, c'est-à-dire que l'histoire est racontée, enfin, ne tire pas sur des longueurs, il n'y a pas des descriptions énormes, l'histoire avance vite. Et franchement, quand j'ai commencé à avancer, je me suis dit, mais si je suis déjà là dans l'histoire, qu'est-ce qui va se passer avant? On ne s'attend pas, on ne sait pas ce qu'il va y avoir comme bouleversement, on ne sait pas ce qu'il va y avoir comme changement. C'est hyper dense, c'est-à-dire que acheter ça, c'est des fois acheter 5 tomes d'une série. Je vous jure, dans la qualité, dans la densité de l'histoire, dans les rebondissements, il y a de l'univers là-dedans quoi. En 6, c'est ça, je vais mettre cet univers qui est tellement dense, qui évolue au fur et à mesure et de l'histoire d'Éléonore et de ses changements de lieu. Voilà, c'est un univers en mouvement constant et ce mouvement constant va faire qu'on n'arrive pas à prédire la fin. Franchement, j'aurais pas pu en lisant le truc même à la moitié me dire bon bah c'est bon je sais comment ça va finir. Pas du tout, pas du tout du tout. Donc il y a quelques indices, on nous laisse pas dans le flou non plus, mais je m'attendais pas à ça. En 7, c'est la lecture simple et fluide. Oui, malgré le fait que ce soit un bon petit pavé, malgré que ce soit écrit comme ça, et d'ailleurs j'ai vu une image, mais des fois vous avez aussi des illustrations. Malgré voilà que ce soit très dense, la lecture est simple et fluide. Il n'y a pas des mots qui font qu'on s'accroche, il n'y a pas des tournures de phrases bizarres où on doit revenir au chapitre pour comprendre ce qui s'est dit. Il n'y a pas comme ça des passages bizarres où on coupe d'un seul et puis on va à l'autre et on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est fluide, l'histoire se déroule, on comprend, il n'y a pas de zone d'ombre où on se dit mais attends, il s'est passé quoi avec ce personnage? Pourquoi? C'est cohérent, l'ensemble est cohérent, les mots choisis sont simples, les phrases sont efficaces, elles servent l'histoire. Je dis oui. En 8, alors il y a une romance bien sûr, mais alors il y a une scène, débat amoureux là. Ça sert l'histoire, ça ne dessert pas l'histoire. Des fois, il y a des livres où je me dis ah, j'ai galéré parce que tout de suite, tu as une scène de sexe et tu comprends pas ce qu'elle vient faire là. Ça n'a aucun sens avec l'histoire, ça n'a aucun sens avec le rythme, ça n'a aucun sens avec ce qu'on pouvait croire de l'histoire. Là, la scène, elle est en plus et elle donne du plus. Elle n'est pas là pour... vous savez, comme dans certains téléfilms où c'est la scène de sexe parce qu'il fallait la mettre. Là, non, c'est chouette quoi. Ça rentre dans la romance. Ça donne un point d'orgue à un moment de l'histoire qui va faire basculer quelque chose. C'est oui. Là, je dis oui. Là, ça valait le coup de la mettre. En 9, on a une histoire familiale. Oui, parce qu'il y a aussi une histoire familiale autour de ça. Non, mais je vous dis qu'il est dense. Hein. Il va au fur et à mesure se complexifier avec des enjeux entre les différents personnages de cette famille qui se complexifient, se densifient et on n'aura pas le fin mot de l'histoire là. Et qui nous reste comme ça, qui nous tient en haleine, qui nous tient en... genre, à quand le couteau dans le dos va tomber? C'est ça un peu. Donc ça, ouais. Et en 10, et ça c'est pas rien pour moi, c'est qu'on a envie de lire la suite. Oui, je vous ai souvent parlé notamment de Young Adult où c'était en série et ça me barre sérieusement parce qu'on ne termine pas l'histoire sous l'idée de faire une série. Ça me gonfle, c'est-à-dire que moi j'aime bien quand j'achète un tome, quand je lis un tome, d'avoir un début et une fin.
Oui, j'aime bien avoir des fins à mes histoires. Et certaines séries vous laissent comme ça sur une fin mi-molle, mi-figue, mi-raisin là, on comprend pas pourquoi, et vous renvoie à un autre tome. Là, il y a clairement un début, une fin, un début, une fin, enfin il y a plusieurs histoires dedans, il y a plusieurs éléments, mais en tout cas il y a une vraie fin. Mais on sait qu'il va y avoir une suite, notamment avec ces histoires de famille et tout ça, et on a envie d'en connaître un peu plus. C'est un personnage fort, on a envie de connaître comment est-ce qu'elle va comme ça encore prendre plus d'assurance, devenir un personnage encore plus marquant dans son histoire, et on a envie de suite, on a envie d'encore des histoires avec Eleanor Grant. Voilà, c'est un peu un personnage comme un Hercule Poirot ou un grand enquêteur qui ait d'autres histoires avec. On dit oui, on a envie de connaître, on a envie que l'univers s'étoffe, on a envie qu'il y ait autre chose encore. Donc le fait qu'il y ait une histoire, une suite encore, pour moi c'est un plus. Et c'est rare que moi je dise ça. Et je me sens pas du tout flouée par l'idée qu'il y ait une suite. Des fois je me sens flouée, là non, je me dis oui, s'il y a une suite, ok. Allez-y, allez-y dit James, lancez-vous, faites la suite. Donc voilà, je donnais les 10 raisons qui font que vous devez aller lire ce livre. Je pense qu'il est possible de le commander, je pense que sinon il est possible d'aller voir la page Facebook de l'auteur et qui va donner toutes les informations pour pouvoir se le procurer, parce que c'est un vrai bon livre, c'est une vraie belle histoire avec un personnage féminin qui envoie du lourd, qui est mastoc quoi, qui est chouette. Donc j'espère les amis que cette vidéo vous a plu, que ce livre vous intéresse. Si vous connaissiez déjà, dites-moi ce que vous en avez pensé, et sinon dites-moi si vous avez envie de le lire ou pas. Portez-vous bien, amusez-vous, profitez de la vie, et puis ciao, bye.